bonsoir tout le monde, c'est Daphné Balset et j'ai un plaisir vraiment de vous retrouver pour cette deuxième émission de la troisième saison de Les Chroniques de Daphné. Pour l'émission d'aujourd'hui, je vais avoir deux invités que je vais recevoir à tour de rôle. Je vais recevoir dans un premier temps Pierre-Anne Fénelon, prix des jeunes écritures RFI-AUF pour 2021, et aussi en deuxième lieu, Louis-Bernard Henry, prix des chants 2021. Ces deux jeunes qui, assez nouveaux dans le domaine d'écriture-là, ils vont nous parler de leur expérience en tant que jeunes auteurs, de l'expérience qu'on fait, leur fait compris, les attentes qui viennent avec ça, etc. Mais avant que nous passions à l'émission en soi, je dois prendre le temps de remercier tous ceux qui me permettent d'arriver chez vous aujourd'hui. Il s'agit en premier lieu de Heineken Zero, qui est sponsor officiel émission ça. Moi, j'ai tout Lunetterie Belle Optique, Focal, Citato, Biotique qui occupe le moins de cheveux, moi, chaque jour, parce que chaque semaine en fait. Il y a l'amour qui vient toujours ici pour m'habiller. Il y a Gaël Alexis qui occupe le maquillage, moi. Nous avons Bobby Store qui habille, il y a Modadi Florine et aussi Atelier Kala qui va moi bijoux pour une émission généralement. Merci à vous-même qui toujours branché chaque mercredi 8h pour suivre l'émission ça, que ce soit sur page Ticket Magazine ou bien sur Télévé. Je vais recevoir mes invités à tour de rôle aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais discuter avec Pierre-Anne Fénelon. Pierre-Anne Fénelon a remporté le prix des jeunes écritures RFI-AUF en novembre 2021. Elle est blogueuse et étudiante en médecine. Tu vas regarder comme si, pour moi, j'ai tiré pour les cheveux. Comment tu fais? Dis-moi. Parce que, en 2010, on m'a toujours dit, si mon médecine n'a pas le temps, on va gagner comme ça. Et puis toi, tu as le temps de bloguer et tu es finissante? Oui, je suis sa dernière année. Au service social. Et comment tu fais pour allier tout ça? Oui, donc effectivement, ce sont deux disciplines qui n'ont pratiquement aucun rapport l'une et l'autre. La médecine, c'est une science jalouse. Une fois qu'elle est là, elle s'installe, elle prend tout l'espace, elle prend tout mon temps. Mais d'un autre côté, l'écriture, c'est ce côté de ma vie, c'est cette activité que j'ai découvert qui me permet de respirer de temps en temps. Donc ça veut dire que tu étais passionnée d'écriture depuis bien avant d'intégrer la faculté de médecine? Oui, oui. Comment ça a commencé? Qui côté passion ça a sorti? Passion ça a sorti loin. Il sorti loin. Parce que, depuis que je me souviens, maman fait toujours un genre d'activité ça. Maman tout écrit, mais ma maman, elle est plus penchée vers le théâtre. Donc, ma maman a toujours mené ce genre d'activité. Depuis que je suis petite, je suis dans cette ambiance. Et de mon côté, j'aimais y participer, même si je ne jouais pas. Je ne joue pas du théâtre, mais j'aime l'ambiance, j'aime le fait de pouvoir créer une scène, une histoire, des personnages, inventer tout ça. C'est quelque chose que j'aime. Et lorsque j'ai commencé à lire des livres, en particulier des livres haïtiens, je me suis retrouvée moi-même. J'étais très à l'aise, j'aimais ce que je découvrais et j'ai voulu moi-même aussi faire le même travail. Donc j'ai commencé à m'exercer depuis l'âge de 18 ans, j'ai commencé à m'exercer. Certes, c'était des essais maladroits, je peux dire ça comme ça. De temps en temps, j'ai eu des arrêts, ensuite j'ai recommencé, ensuite il y a 3 ans de ça, quand j'ai lancé mon blog, je me suis mise à l'écriture sérieusement. Tu as un blog, c'est quoi l'adresse du blog et de quoi traite ce blog? Mon blog s'appelle Conte de minuit. Je publie à la fois sur WordPress et récemment, j'ai commencé à publier sur la plateforme de Short Edition. Et sur ce blog, je traite surtout d'histoires d'horreur. J'aime les histoires d'horreur, donc c'est ce que j'écris. Je prends plaisir à rédiger des histoires d'horreur. Et cet amour pour ce genre-là, d'où est-ce que ça c'est venu? Parce que moi-même, dans ma jeunesse, je lisais les histoires de Chair de Poule, j'ai essayé de lire Stephen King. C'était pas ma tasse de thé. Eh bien, les histoires d'horreur, j'ai développé cet amour pour les histoires d'horreur. Ça fait... Bon, je devais avoir entre 9 et 10 ans. Oui, de très tôt. J'ai une sœur aînée, ma sœur qui s'appelle Christelle, je peux la saluer. Bien entendu, bon, Christelle, on te salue, hein? Oui, je peux saluer, Kichou. Ma jeune sœur, c'est elle qui a développé cet amour pour les histoires d'horreur. Lorsqu'on était petite, il y a aussi une époque, côté une vidéo là, pour louer cassette. Oui, après cassette. Ok, on est vieille. Après cassette, il y a un DVD. Et donc, quand on y allait, ma soeur choisissait toujours des films que je ne comprenais pas, des films que je trouvais étranges, c'était des films d'horreur.
Et j'ai commencé à les regarder avec elle. Et ça nous amusait de les regarder et d'être terrifiés pendant qu'on les regardait. Et ensuite, lorsqu'on allait dormir, je ne pouvais pas dormir dans mon lit, donc je m'arrangeais pour me glisser derrière elle. Ça nous a empêché de continuer. Jusqu'à présent, c'est une tradition même qu'on a, elle et moi. Le vendredi soir, on a des films d'horreur qu'on télécharge et puis qu'on les regarde à la maison. Et puis ma petite sœur, elle a fini par nous rejoindre aussi. Bon, elle est adolescente maintenant, elle a fini par nous rejoindre aussi. Donc ce sont des sœurs passionnées d'horreur. Ah oui. Mais dans la littérature haïtienne, dans les œuvres haïtiennes, il y a Gary Victor qui va dans cette lignée-là. Je me rappelle avoir lu Thalassophobie de Jessica Fièvre aussi, qui va plus ou moins dans cette lignée. Donc, et toi, quels sont tes auteurs préférés pour ce genre-là? Pour ce genre-là, j'ai un seul auteur vraiment qui m'a marqué, c'est Gary Victor. Gary Victor a fait une forte impression sur moi. Avec quel livre? Avec le premier livre haïtien, c'est le premier livre haïtien que j'ai lu. C'est Le diable dans un thé à la citronnelle. Oui, ça suis sorti pour moi. Oui. Donc, mais cette partie-là, cette passion un petit peu pour les films d'horreur, pour les histoires d'horreur, ça a des incidences sur ton écriture. Ça a un petit peu modelé ton style d'écriture, non? Oui, beaucoup. J'ai essayé d'autres genres par le passé. J'ai essayé d'écrire des histoires à l'eau de rose, des histoires d'aventure, mais je ne me sens pas confortable. Certes, à un moment, on a une idée, on s'inspire de quelque chose, on commence à développer l'idée, mais à force de rencontrer des blocages, je me suis dit que c'était pas pour moi, c'est pas mon genre. Donc j'ai essayé de me pencher un peu sur l'horreur, que je connais bien. D'ailleurs, je connais la sensation que ces films d'horreur éveillent en moi, et je sais comment faire pour produire chez mes lecteurs ces mêmes impressions-là. Donc, je me retrouve, je suis confortable. Lorsque j'écris, je me fais peur à moi-même, des fois. Donc, si je me fais peur, c'est que ça va. C'est terrifiant. Donc, pour le prix des jeunes écritures, tu as remporté ça avec une nouvelle intitulée Renaissance. Tu peux nous parler un petit peu de ce texte-là? C'est un texte que tu as écrit spécialement pour le concours, parce que de toute façon, il fallait commencer avec une phrase spécifique. Donc, tu l'as préparé pour le concours. Oui. Avant de nous expliquer ce qu'il y a dans le livre, tu peux d'abord nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à soumettre ton livre à un concours, parce que ça demande un petit peu quand même un petit bravo pour dire que je vais le texte, je vais un jury après ce texte. Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir ce pas? Donc, pour te dire la vérité, je n'avais pas l'intention de participer au concours, mais c'est une amie à moi qui écrit, elle aussi, qui a eu vent du concours et qui a partagé le lien avec moi. Elle l'a fait des semaines avant la date limite. Je n'étais pas intéressée, mais c'est le dernier jour, je me suis dit pourquoi pas, parce que je n'avais rien à perdre. Donc, j'ai décidé de franchir le pas et puis j'ai composé Renaissance. Et Renaissance, ça parle de quoi? Renaissance, ça parle de c'est l'évolution. Alors, c'est l'évolution d'un personnage marin, une sirène. J'ai trouvé que c'était plus original comme personnage, une sirène qui progresse de son existence morne à une existence plus palpitante. Et c'est d'ailleurs de là que vient le titre de l'histoire, Renaissance. Parce que si tu lis toute la progression à la fin, quand elle découvre ce qui manquait à son existence, on sent que c'est une nouvelle personne, on sent qu'elle a découvert autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le texte Renaissance. Quelqu'un qui n'a pas encore lu, alors qui aimerait lire ce texte, ou qui aimerait lire les choses que tu as écrites, où est-ce qu'on peut les trouver? Renaissance, c'est sur le blog ou bien? Bon, Renaissance, c'est sur la page de Short Édition. C'est sur Short Édition. Mais pour lire mes textes à moi, le texte que j'ai composé, pour lire mes textes à moi, on peut y accéder sur mon blog qui s'appelle contedeminuit.wordpress.org, mais ça a aussi une page Twitter. Sur la page Twitter, j'ai tous les liens de toutes les histoires que j'ai écrites. Sur Conte de Minuit. Oui, sur Conte de Minuit sur Twitter. Donc, tu as soumis le texte, et puis combien de temps vraiment ça va avant que vous contactez? J'ai soumis mon texte en mai, et j'ai eu une réponse en novembre. En novembre, oui. C'est en novembre que j'avais remporté le prix. Et c'était quoi tes sentiments? Parce que là, tu disais au départ que tu n'avais rien à perdre, donc c'est pas mal qui t'intéresse au focus qui t'intéresse au livre. Et puis là, tu reçois un appel plusieurs mois plus tard pour te dire que tu as gagné. C'est quoi? C'est avec quel sentiment que tu as accepté que tu as appris la nouvelle, que tu as accepté le prix?
Donc, quand on m'a appelé, j'étais chez moi, je menais mes activités de tous les jours. Et quand on m'a appelé, la personne m'a d'abord demandé est-ce que j'ai mangé. Je ne voyais pas le rapport parce que je ne voyais pas le rapport. Et j'ai dit oui. Et la personne m'a dit qu'elle va m'annoncer quelque chose, mais que je dois avoir le ventre bien rempli pour la nouvelle. Et quand la personne m'a dit que j'ai remporté le prix, au départ, j'ai cru que c'était une plaisanterie. J'ai cru que Corneille plaisantait quand il me l'a dit au départ. Et j'ai pris quelques minutes de recul pour un petit peu prendre conscience de ce qu'il venait de me dire. Et ensuite, j'ai fondu en larmes après parce que j'étais contente, j'étais heureuse. Je n'attendais absolument rien du concours et voir ça arriver comme ça, c'était inattendu. Ça m'a fait un choc. Et puis ensuite, tu es parti pour la réception du prix. Et là encore, c'était une belle expérience. Hein? C'était une belle expérience, mais c'était une expérience fatigante. Parce que le séjour n'était pas très long. J'en ai profité quand même. C'était pas très long, mais il fallait tout faire. Oui, il y avait beaucoup de choses à faire, des gens à rencontrer. C'était fatigant, mais je ne regrette pas d'y être allé. Donc là, tu as fait quand même un petit peu, ou mettez plus dans le cercle ça. Et ça vient aussi avec des responsabilités un petit peu. Parce qu'au départ, quand tu as proposé ton premier texte, tu te disais que je n'ai rien à perdre. Mais maintenant que le premier texte que tu as vraiment soumis à la pression d'un jury a été très apprécié, est-ce qu'on a senti que bon, poids sous dos, genre que tu dois faire davantage et que le prochain texte que tu devras soumettre à d'autres personnes, on va sentir qu'il faut travailler plus sur lui? Est-ce qu'il y a de la pression à partir de ça? Le fait d'avoir remporté le concours, ça ne met aucune pression sur moi. Parce que la pression serait que je dois me dépêcher de publier autre chose, je dois me dépêcher de m'améliorer. Est-ce qu'on va aimer ce que j'écris? Est-ce qu'on va avoir l'impression que j'ai régressé dans ma façon d'écrire? Je n'ai pas toute cette pression-là parce que le texte que j'ai soumis a une part de mon essence. La manière dont je l'ai composé a permis qu'il soit apprécié de la manière qu'il l'a été. Donc, je veux conserver cette même essence, je veux conserver cette même empreinte dans ma façon de faire. Donc, je continue avec les mêmes habitudes. Certes, je vais m'améliorer. Je cherche des cours, je continue d'écrire. D'ailleurs, continuer à écrire sur le blog, pour moi, c'est un entraînement. Parce que j'arrive à voir comment j'ai progressé depuis le premier texte que j'ai publié sur mon blog jusqu'à nos jours. Donc oui, je m'améliore, oui, je vais faire plus. En temps et lieu, je vais faire plus, mais sans pression. Je vais tout faire en mes propres termes, je vais tout faire en mon temps, quand il faut. Donc là, après tes textes sont publiés sur le blog, mais tu as déjà pensé à publier un recueil de nouvelles, ou c'est juste encore dans la catégorie de choses auxquelles tu ne veux pas trop penser pour pas mettre pas de pression? J'ai pensé à écrire un recueil. J'y ai pensé. Mais je veux continuer avec le blog. Je veux garder le blog parce que c'est avec le blog que j'ai commencé. Je veux garder le blog. Mais écrire un recueil, c'est dans mes plans. Ça va se faire. Quand je serai prête, je le ferai. Je ne vais pas sauter sur l'idée juste parce que je dois le faire, mais je vais le faire quand je me sentirai prête. Parce que des fois, on dit qu'il faut peut-être profiter du momentum, etc. Donc, pour toi, tu préfères aller à ton propre rythme? Oui, parce que je considère que je me construis toujours. Donc, je vais être prête quand je vais soumettre un livre. Mais pour le blog, tu le tiens depuis combien de temps? J'ai ce blog depuis février 2019. Je l'ai ouvert en février 2019. Et tu publies régulièrement ou des fois, ou bien, si ça va dépendre vraiment de l'inspiration, ou bien tu as des rendez-vous réguliers avec tes lecteurs? Est-ce que je publie... Ok. Je n'ai pas de rendez-vous régulier, mais il y a des dates clés, il y a des fêtes clés où obligatoirement je vais publier quelque chose. Par exemple, quand je dis des fêtes clés, Halloween, pour Halloween, je m'arrange pour toujours publier quelque chose. Pour le carnaval, je m'arrange toujours pour publier quelque chose. J'ai publié un texte pour le carnaval. Et pour la Noël, je m'arrange toujours pour publier quelque chose pour ces périodes-là. Et entre ces périodes creuses, ça me laisse du temps d'avoir d'autres thèmes que j'ai là. J'ai une banque de textes qui ne sont pas encore corrigés, pas encore travaillés, mais les idées sont là. Et quand j'ai du temps, je peux les développer et publier entre ces périodes que j'appelle des périodes clés.
Mais je reviens encore à quelque chose sur laquelle on était déjà passé au début, c'est comment réussir à allier tout ça. Est-ce que tes études, des fois, ça ne va pas empiéter sur le temps que tu aurais pu consacrer à tes études? Ça n'empiète pas sur le temps de mes études. Parce que comme je l'ai dit au départ, quand j'écris, c'est pour moi une bouffée d'air. C'est comme si je sors la tête de l'eau quand j'écris. Je peux, à un moment, retirer ma blouse et puis je peux prendre mon temps, j'écris. Ça me fait du bien. Pour moi, ça s'allie à un temps de détente. C'est ce que c'est pour moi. Donc, ça n'empiète pas sur mes heures d'études. Elle a étudié en médecine, mais elle a encore le temps de lire et d'écrire. Tandis qu'il y a tellement de personnes qui continuent à faire excuses, c'est très occupé. Parce qu'en fait, peut-être que c'est une affaire de choix aussi, parce qu'il y a tellement à faire qu'il faut choisir quoi prioriser. En plus, tu as le temps de regarder des films d'horreur. Je n'en ai rien plus que 24 heures de temps. Donc, pour conclure notre petite discussion, pour Kounyala, tu as proposé ton texte, il a été apprécié, donc tu as gagné un prix duquel que tu es très fière. Et là, je voudrais savoir, pour l'autre jeune qui a écrit, qui peut même avoir courage pour lancer blog, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, j'ai proposé jeunes qui peuvent avoir courage pour quitter l'autre monde qui ça que vous avez fait. Moi, j'ai dit, premièrement, prenez votre temps, rien ne presse. Prenez votre temps, une fois que vous vous sentez assez mûr pour vous montrer vraiment aux autres, faites-le. Et la deuxième chose, attendez-vous à recevoir des critiques, des commentaires, mais prenez tout de manière à pouvoir vous construire, de manière à pouvoir vous corriger, de manière à pouvoir vous construire en tant qu'auteur. Et la dernière chose, soyez fiers de votre style, ne vous laissez pas influencer par le style d'autres personnes. Soyez vous-même quand vous écrivez. Et dernière chose, l'adresse du blog pour qu'on puisse aller vous suivre. Pour l'adresse du blog, c'est plus facile de passer par la page Twitter. Ça s'appelle Fond de Minuit. C'est sur Twitter et sur cette page, il y a les liens de tous les textes que j'ai publiés. Donc voilà, merci Pierre-Anne Fénelon. Donc là, je vais passer à mon autre invité. Donc, ou même quand regarder à mes vidéos, Red Branché. Pour cette deuxième tranche, on va poursuivre avec Louise Bernard Henry. C'est le prix d'édition 2021. C'est le troisième récipiendaire prix que m'a poursuivre. Vous vous rappelez peut-être que j'ai reçu Jean-Béli Mon Désir, j'ai reçu Fedna Stanislas. D'ailleurs, si nous pas regarder l'émission, je vais mettre les liens en bas pour vous. Mais là, aujourd'hui, on va parler avec Louise Bernard Henry. Il a reçu le prix des chants pour son titre La Petite Fille Bleue. Le livre n'est pas sorti encore, mais on va en parler. On va aussi parler avec l'auteur de Côté le sorti dans l'affaire écriture. Il a 24 ans, c'est un des plus jeunes récipiendaires de ce prix-là. Donc, la conversation va être intéressante. Donc, Louise, merci d'avoir accepté mon invitation. Quand j'étais écrit sur Instagram, tu m'as répondu tout de suite et j'ai beaucoup apprécié. Et je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mais merci à toi, c'est à toi de m'avoir invité. Donc, tu peux essayer de te présenter brièvement. Brièvement, je suis Bernard Henry, je suis Nyota, étudiant à l'UH. Tu es de quelle branche? En philosophie, sciences politiques à l'IRA. Et puis, je vis avec ce que je n'ai pas. J'ai lu dans un article du Nouvelliste ou presque situé, que tu as commencé à lire vraiment à l'âge de 16 ans quand on t'a proposé de lire Zone Titan NM. Donc, 16 ans, c'est peut-être un petit peu tard pour commencer. Oui, mais voilà, les trajectoires, c'est aussi des trajectoires individuelles et intimes, ne sont pas les mêmes pour tous. Certaines personnes arrivent à lire des livres assez tôt, à 12 ans, à 11 ans, mais d'autres aussi arrivent par la littérature, par des portes assez bien. Moi, c'était par celle de la scolarisation, et c'était avec ennui à 16 ans, quand on est adolescent, dans une ville de province où généralement ce qui m'intéressait à l'époque c'était le rap et le foot. Donc arrivé à Jeune Saninel, c'était encore pour suivre l'année scolaire. Et puis après dans le texte il y a eu je pense ce qu'il y a dans presque toute l'œuvre de l'émission, et il y a eu cette envie de dire la vie des petites gens, et quand il le fait d'une manière tellement crue, tellement fort, tellement intense, et du coup ça m'a donné envie de lire à nouveau. Et puis ensuite il y a eu encore à l'école, mais
la lecture de Gouverneur Laosé. Et ça, je pense que c'est à partir de là que je pense que les livres, c'est quelque chose qui est à vivre. Donc, je suis arrivé un peu tard, mais je suis arrivé au bon moment, je pense. Après cette première belle expérience, est-ce que tu as eu un petit peu l'impression qu'il fallait se dépêcher d'essayer de te rattraper, qu'il y avait tellement beaucoup de choses à lire? Non, puisqu'aujourd'hui, j'ai pas cette idée. En tout cas, je fais ça avec le rythme de mon cœur. Et s'il y a des livres il y a des livres que j'ai pas encore lus. C'est un peu, pour certains livres que j'ai pas lus, c'est vraiment un peu gênant de dire que, et comme écrivain ou comme lecteur, on n'a pas lu tel livre, mais c'est là, c'est ça des fois qui fait un petit peu de pression, tu vois. J'ai ce livre-là, le prix Goncourt 2021, j'ai un petit peu du mal à l'entamer parce que je me dis que c'est un livre qui a été primé, qui a été très acclamé. Donc, je me dis que peut-être que je dois être dans un état d'esprit particulier pour le commencer, je dois attendre le bon moment, ou peut-être que si je n'arrive pas à ressentir ou bien à l'apprécier à sa juste valeur, que ça va affecter mon statut de lecteur. Donc. Ouais, voilà, il y a du statut. Mais le jeune que je ressens par rapport à certains auteurs, et Dieu sait qu'il y en a tellement de grands auteurs, c'est souvent par rapport au fait que les livres nous invitent à un dialogue avec le monde. Et je dis que j'ai un gêne par rapport à des livres que j'ai pas lus, c'est que je pense que il y a un dialogue que peut-être que j'ai pas encore entamé avec le monde. Il y a des vies que peut-être que je n'ai pas encore rencontrées. Et c'est ça qui fait le gêne. C'est pas par exemple parce que je tiens à être dans une course et à qui les plus et qui a le mieux. Non, mais c'est souvent pour me revoir par rapport au monde et dans les moments où je suis et dans un dialogue profond entre mes convictions d'homme, mes convictions citoyennes. Et un livre peut vraiment nous aider à affronter tout ça. Il y a le recueil de poèmes magnifiques de Laurent Godet de Saint-Lumière. Et je pense que ce livre, je l'ai lu et grâce à un ami, Carl Pirec, et ce livre m'a beaucoup apaisé par rapport à des révoltes et me permettre de reconsidérer certaines convictions de vie. Et là, dans ta courte vie de lecteur, si on allait citer 3 livres qui t'ont vraiment marqué, ce seraient lesquels? Je pense que je dirais Gouverneur Laosé, le plus beau livre que j'ai lu de ma vie, je pense. Et après, je pense qu'il y a La vie de François de Romain Gary. Et puis, mais je le dis parce que c'est un livre que je viens de lire, c'est le livre de François qui vient de paraître, Je rêve d'amour pour toi. Alors je le dis parce que c'est un livre puissant qui arrive au bon moment. Et là, comme on me demande devant une caméra, donc l'essentiel c'est de dire des livres qui à un moment donné ont changé votre vie. Le livre de vous-même m'a permis de comprendre, parce que le livre est génial, c'est parce que le livre restitue une humanité, des humanités. À l'époque, quand on dit paysan, c'est les gros souliers, c'est gros orteils, c'est gros ongles. Et Homer fait du paysan un sujet plein. Un paysan peut rêver, peut aimer. C'est comme aujourd'hui, on ne pense pas que les pauvres, que les gens de Martissa ou de la Saline, que ceux qui vivent entre la honte et la paille, qu'ils ont droit au rêve, qu'ils ont droit à la beauté. Et c'est toute la question que le livre pose, c'est enlever à ceux qui n'ont rien, la question de la honte sociale. Cette idée de se sentir impropre par rapport aux autres. Il y a des gens qui, ça leur arrive. Donc quand on va en province et qu'on vient de Port-au-Prince, quand on va vers ces gens-là, on sent que cette propreté s'installe. On sent que les gens sont gênés par rapport à nous. On sent que les gens veulent nous écouter parler, mais eux aussi, ils ont à dire du monde. Et parfois, on arrive à ce point qu'on ne veut pas écouter les gens, qu'on vient avec ça. Et Romain m'a appris ça. Romain m'a appris que toutes les humanités se valent et qu'il faut savoir à un moment donné mener en combat, soit par la littérature, par autre chose, pour restituer ces humanités. Et après, La vie de François, ça a été, c'est le livre. Je ne sais pas, mais c'est parce que quand tu lis un livre et puis entre les chapitres tu pleures, c'est un livre puissant. Et puis le livre d'Evan Sois qui vient de paraître, Le rêve d'amour pour toi, c'est un livre magnifique parce que entre celui d'Albert Cohen ou de Charles Juliet, de Lambeau de Charles Juliet, et sur le rapport à la famille, et le livre d'Evan Sois, c'est celui qui donne des perspectives et profondes. C'est-à-dire, Evan Sois pose la question, comment d'abord on construit la figure du parent,
dans les sociétés, la figure de la famille. Comment est-ce que les liens se tissent? Et la mère, c'est Evans West, c'est la mère, c'est vraiment la femme potomique, c'est la femme qui lie les gens, c'est la femme qui garde les relations, c'est la femme qui protège les relations. Et ce qu'Evans West arrive à faire, c'est quand cette potomique tombe, qu'est-ce qui reste de la famille? Et c'est ça la trajectoire du livre d'Evans West qui fait que c'est l'un des livres les plus puissants. Qu'est-ce qui reste à raconter quand celle qui gardait tout, est morte? Donc c'est l'un des plus beaux livres, je pense, de la rentrée de cette rentrée littéraire. On a parlé de ton initiation à la lecture, on a aussi parlé de livres qui t'ont marqué, mais là on va venir à ton œuvre parce que toi aussi tu écris. Et ça a commencé quand et comment? Je ne sais pas, j'ai toujours eu peur des illusions biographiques, c'est-à-dire à partir de quand et est-ce que comment c'est chose. Peut-être qu'il y a eu un élément déclencheur. Oui, c'est vraiment en tâtonnant que ça a commencé. Je pense qu'il y a eu un moment exact où j'ai su que l'écriture est quelque chose qu'on peut faire soit pour aider, soit pour être dans un dialogue avec l'autre et avec soi-même. Et je pense que c'est au club de lecture de Lidbeck, la bibliothèque de Lidbeck. Et puis il y a eu la rencontre avec Jean Cajou, donc j'ai essayé, j'ai écrit. Et puis ça a amené à faire des livres. Donc très souvent, il y a des gens qui écrivent, ils écrivent des choses qu'ils gardent pour eux. Et toi, comment s'est fait le déclic, le moment où tu t'es senti prêt à montrer tes écrits à quelqu'un d'autre? Je pense que je viens d'une famille littéraire où l'écriture se fait ensemble. Donc j'ai jamais été généralement confronté au fait d'écrire dans une intimité, même pas une intimité. J'ai jamais eu la crainte de montrer tes écrits. Oui, j'ai toujours eu, je pense, s'il y a une crainte que j'ai par rapport à ce que j'écris pour le montrer ou non, c'est quand c'est hésitant. Quand par exemple je ne sais pas encore ce que ça va donner. Quand par exemple je commence un texte et puis bizarrement ça devient un roman, et puis quand j'essaie encore de trouver des personnages, voilà, j'ai toujours peur à montrer ce que je fais, parce que mes histoires c'est au fur et à mesure que ça avance. Oui, voilà, que je pense. Et j'ai toujours la sensation que le texte n'est pas terminé. Et donc, au même temps, autant que c'est une crainte de ne pas montrer, mais autant que c'est une libération de montrer, parce que j'ai des amis quand je leur dis, c'est comme pour justifier le texte. C'est comme pour sceller le texte. Je leur dis, bon, voilà, tu lis, si c'est bon, tu me dis, si tu trouves qu'il y a quelque chose à ajouter, tu me dis, voilà, c'est ça. Il y a aussi une crainte, mais il y a aussi une espèce d'envie de se libérer, par exemple, de se libérer du texte et de ce qu'on fait aussi. Mais là, outre tes amis, il y a d'autres personnes auxquelles tu as soumis tes textes, tu les as soumis à des concours et justement, donc, où tu as été primé ou tu as au moins été mentionné. Et tu peux me parler de ces premiers textes que tu as soumis, par exemple, pour La Terre des Brûlés. La Terre des Brûlés, c'est en théâtre, c'est une pièce de théâtre. Je pense que j'ai toujours aimé le théâtre et pour moi, c'est l'un des genres les plus... Alors, tu as toujours aimé le théâtre, mais en tant que style littéraire. Alors, la partie où tu écris pour le théâtre, pas la partie où tu es sur la scène. Pas comédien, mais comme spectacle, c'est magnifique. Donc, c'est l'écriture qui au moins atteint l'ambition de la littérature. Je pense, c'est les gens qui atteignent l'ambition de la littérature. Et de manière plus immédiate, quand on fait un roman, on ne sait pas si le lecteur, quand il va être confronté à cela. Et puis, mais quand on écrit une pièce, déjà on le soumet à des comédiens, on soumet à un metteur en scène, qui le soumet à des comédiens, qui lui le soumet en public. Donc, on sait que quand on fait un théâtre pour la révolte, on sait de toute façon qu'il va y avoir un public et que ça va vraiment être dans un dialogue immédiat et direct avec. Tu vas vraiment pouvoir apprécier le cheminement de cela. Et des gens, quand ils sortent de spectacle, ils pleurent. Et quand on sort aussi d'un livre, on pleure, mais ça prend du temps et puis ça dépend. Mais là, tu pleures chez toi quand tu finis le livre, alors que pour le spectacle, on te voit pleurer. Voilà. Et La Terre des Brûlés, ça parle des vies détruites. Ça parle justement, c'est un hommage à un de mes amis, un de mes meilleurs amis, Jean Mafrizia, qui vivait à la Saline au moment du massacre. Et d'abord, c'est un déplacé interne. Et avec lui, j'ai vraiment voulu, en écoutant parler, en étant avec lui, on sent cette déchirure à travers son histoire. À la Saline, il a toute sa vie. Son père a plus de 50 ans d'histoire à la Saline. Donc, quand des gens partent ainsi, quand ils laissent des morceaux de leur vie quelque part,
quand ils sont soumis à cette violence, à une violence terrible, qu'est-ce que ça peut faire d'eux? Donc il y a vraiment deux personnages. Et d'abord, il y a un jeune homme qui veut rester fidèle à la Sabine, qui ne veut pas partir. Et il y a le jeune homme qui veut devenir chef de gang parce que, en tout cas, mais de toute façon, il veut devenir chef de gang, c'est pour se libérer. C'est pour se libérer de justement ce qu'on parlait au début, c'est pour se libérer de cette honte sociale, pour se libérer de cette impuissance, pour se libérer des vies qu'il a vues, par exemple, de son frère, qu'il a vu mourir à l'hôpital parce que justement, il n'avait pas les moyens de l'aider. De son frère à qui on a obligé d'offrir un enterrement, je prendrai un des mots que je l'ai mis, presque des funérailles de chiens, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Donc, je voulais justement voir ce que la violence peut faire des gens dans ce texte. Mais, tu as eu deux textes, toujours des pièces de théâtre qui ont été appréciées par des jurys, et là, pour le prix des chants, tu as soumis un autre texte dans un autre style littéraire. Pourquoi ce changement? Déjà, quand je vais à l'écriture, je ne cherche pas des gens, je cherche des voix. Ce ne sont pas les gens qui m'intéressent pour moi, ce sont les voix. Et pour la Terre des Brûlés, je pensais que le théâtre, c'était la voix qui, pour moi, aurait permis de mettre en dialogue. Et l'idée que j'avais en tête, c'était comment des gens font pour rester accrochés. Par exemple, quand la violence attaque et quand la violence brise des gens, quand la violence brise des rêves, comment les gens font comment les gens réagissent. Et j'avais vraiment voulu prendre la figure de quelqu'un qui reste, qui veut malgré tout, qui dit je reste attaché à mes histoires d'amour, à mon enfance, à tout ça. Et j'avais voulu une autre personne qui se dit je me libère de tout ça. Et pour la petite fille bleue, j'avais voulu trouver une voix assez particulière, assez intime, assez calme, qui demandait qu'il faut qu'il y ait un autre décor, qui demandait qu'il y ait une plus longue trame, une langue beaucoup plus, une langue qui n'est pas dans la réplique immédiate et urgente, donc qui pouvait se développer, qui pouvait se déployer. Et le roman offre, le théâtre, quand c'est le monologue au théâtre, oui, ça offre ça, mais et le roman, le récit, ça offre la perspective de déployer les vies, de déployer la parole et que la voix puisse exister sur de plus longues pages, par exemple. Donc, un petit peu, tu peux résumer brièvement pour nous ce livre-là qui t'a permis de remporter la 46e édition du Prix des Chants? La petite fille bleue, ça part d'un questionnement, par exemple. Et quand je dis question, c'est pas dans le sens d'une quelconque stratégie philosophique ou sociologique, mais c'est vraiment des questionnements intimes. Ça part de la question quelle part de nous est à l'autre. Et c'est une question que je me pose, c'est souvent parce que je travaille toujours avec l'idée de la perte et de la violence. Et quelle part de nous est à l'autre, c'est de savoir les vies qu'on a rencontrées, et qu'est-ce qu'ils ont fait de nous, les destins qu'on frôle, qu'est-ce qu'ils font de nous. Et c'est de me poser la question, et combien d'hommes je suis, combien d'amis je suis, combien de frères je suis, et qu'est-ce que mes amours ont fait de moi. Et toutes les filles que j'ai aimées, toutes les filles que je n'ai pas aimées, toutes les filles qui m'ont fait... Qui t'ont peut-être aimé, que toi tu n'as pas aimé. Qui m'ont aimé, que je n'ai pas aimé, qu'est-ce que ça a fait de moi. Et parce qu'en vérité, pour les écrivains que j'aime, c'est comme Camus, par exemple, ou Lionel Trouillot. Et c'est quand on croit, on peut croire en Dieu et ne pas être religieux, mais quand on ne croit pas, la vie, on voit vraiment que ça se déploie. La vie, c'est vraiment quelque chose qui se déploie au fur et à mesure qu'on avance. Et quand on regarde en arrière, on voit qu'on est fait de tellement de choses, de tellement de vies. Et à un moment donné, j'ai voulu me poser la question. Et la petite fille bleue pose cette question. Et c'est aussi une question sur la perte, sur la continuité, et puis sur ce rapport profond à l'autre. Donc ça met en exergue plusieurs vies. Ça met plusieurs vies et des destins qui partent de l'enfance. Et avec des rêves, des espoirs. Et des enfants qui essaient de faire un journal, des enfants qui rêvent de devenir musicien, de devenir militant politique. Et puis, ces vies-là partent à un parricide. Un des enfants tue son père, et un autre, il prend un bot pipeau, et donc, il prend un canter. Et puis, un frère qui reçoit une balle et qui est paralysé. Et la voix qui reste, elle est quoi dans tout ça? Donc, elle est de ce quoi? Et cette question, elle a été essentielle pour le texte, je pense. Et là, ce livre-là, il t'a permis de remporter le prix des chants, enfin,
la première place. Et bon, c'est pas la première fois que tu soumettais ton texte à un jury, c'est vrai, mais quand même, là, c'est le premier prix, et c'est le prix des chances, c'est quand même le prestigieux prix qui lui fait preuve au fil des années. Et là, toi-même, tu avais quel sentiment vraiment que tu as reçu ce prix? Je pense que c'est, bon, il y a vraiment, c'est plusieurs étapes, je dirais. Et je vais utiliser le mot émotion plutôt parce que c'est, avant il y a eu le cri, il y a un grand cri quand Evelyne Trouillot t'appelle et te dit, voilà, je suis Evelyne, et puis tu sais déjà pourquoi elle t'appelle, donc, même si elle fait semblant, elle explique, mais tu sais qu'Evelyne Trouillot ne va pas t'appeler quoi. Juste pour t'appeler. Voilà. Et elle est présidente du jury, donc tu sais, et pour qu'elle t'appelle, donc il y a le cri avant même après son nom, après son nom, il y a eu le cri, et puis ensuite, il y a eu, je pense qu'il y a eu le calme, vraiment le calme Le plat. temps que tu assimiles la nouvelle. Le temps que j'assimile la nouvelle, et puis le temps que je réfléchisse à tout ça, et puis ça soulève immédiatement des questions. Là, tu sais que, sans condition, tu es écrivain. Tu sais que là, il y a une carrière qui commence, il y a les gens qui vont vouloir te rencontrer, il y a les gens qui vont lire ton texte, et tu sais, et puis il y a toujours l'idée, tu reviens à toi-même, et puis pour te poser la question. Et la question qu'on se pose après, peut-être, c'est aussi pourquoi je fais ce livre. C'est une question que je pose beaucoup dans la petite Bible, que la voix pose beaucoup dans la petite Bible. Pourquoi faire un livre? Pourquoi faire ci? Pourquoi faire ça? À quoi ça sert d'écrire? C'est des questions, et je me suis rendu compte que ces questions-là, peut-être que j'ai fait ce livre pour moi-même. Peut-être pour moi-même. Le sentiment, c'est peut-être que, je ne sais pas s'il y avait un sentiment, je dirais que il y avait un mélange de profonde satisfaction, et puis il y avait beaucoup de doutes, surtout. Il y avait beaucoup de doutes. Et peut-être que la littérature, c'est ça, c'est le domaine du doute. Tu as reçu le prix en décembre. Non, oui. Mais le livre n'est pas sorti encore, il sort. Le livre sort, je pense que déjà, tu l'as déjà vu? Oui, j'ai déjà vu. C'est quoi le sentiment que tu vois vraiment ton premier livre, tu le tiens entre tes mains? Il y a un bonheur assez particulier. Il y a un bonheur assez particulier. Et je pense que ça sera disponible dès le mois d'avril. Donc, mais là, ça va être disponible dans le mois d'avril, et c'est là que le travail de promotion va commencer. Comme je le disais off the record, ça va commencer. Il faudra au moins s'assurer que les gens puissent effectivement lire cette œuvre-là et apprécier tout le travail que toi, tout le temps que tu as mis pour faire tout ça. Donc le livre, il sort en avril prochain, et là, tu as tout le temps, mais au moins aussi, l'avantage de remporter ce prix, c'est que tu as l'accompagnement de la Maison des Champs. Ouais. Et c'est déjà quand même de faire son entrée dans le monde littéraire par la grande porte. Oui. Et oui, c'est vraiment une entrée par la grande porte. Et je reprendrai les mots d'un de mes amis. Et à l'annonce du prix, il m'a dit, maintenant si tu deviens un immense écrivain, si tu obtiens le Nobel ou toute autre chose, comme tous les grands écrivains haïtiens, tu auras l'honneur d'avoir été honoré par ton pays. Et je pense que c'est vraiment ça la grande porte, c'est parce que Evelyne Trouillot, c'est ce qui fait le prestige d'un prix, c'est son jury. Quand on a l'une des plus brillantes écrivaines de sa génération, et qui te dit, ton livre, je l'ai lu, on l'a aimé, et le jury, il y avait plusieurs autres personnes qui ont... C'est quand même Émilie Prophète, c'est quand même Evans West, c'est quand même Philia Stanislas, et c'est et Bonal Sepol, par exemple, ce sont des gens qui s'y connaissent vraiment à la littérature. Ce sont d'abord, eux, ce sont de brillants écrivains. Quand ils te disent ton livre, on l'a lu, on l'a aimé, on te donne le prix. Et on s'est entendu pour te donner le prix. Voilà, bon, là, tu te dis, bon, peut-être que je perds pas tout mon temps. Et déjà, tu as d'autres projets en attendant. Alors, tu travailles sur d'autres textes? Oui, là, j'ai vraiment plusieurs textes en chantier. J'écris, c'est aussi une manière d'écrire. Je commence des projets quand ça vient. Il me vient une idée, je bricole des phrases, des pages. Et puis, s'il me vient une autre, ou bien s'il y a un recul que j'ai besoin par rapport à un projet, j'entame une autre. Et puis, le projet qui est le plus avancé en termes d'urgence intime, je le termine.
Mais là, la question que je pose toujours aux gens qui reçoivent des prix, est-ce qu'il n'y a pas de pression? Oui, il y a une pression qui s'impose d'abord par rapport au lectorat qu'on attend. D'abord, on attend que les gens vont lire le livre et je pense que c'est là toute la pression. Et là, on se dit qu'est-ce que les gens vont faire du livre une fois publié. Bien sûr, c'est plus de ma responsabilité, le livre je l'ai fait et je vais le signer, parce qu'il faut bien le signer, mais là, maintenant là, il faut vraiment attendre est-ce que le pourquoi, est-ce que la raison pour laquelle on a fait le livre et pour entrer dans un dialogue avec les autres, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça a été atteint. Donc je pense qu'il y a une pression, il y a vraiment une pression. Et puis il y a la pression maintenant qui ne vient pas de soi, mais qu'on nous impose, c'est la question du prochain texte. Tu fais un prochain texte, ça va être comment? Par exemple, je me souviens que une revue guyanaise m'avait demandé un texte que j'ai envoyé, et puis le Temps littéraire, qui c'est un magazine littéraire génial, et puis ils m'ont demandé un texte, et puis là il y avait le souci quand on te demande le texte, tu es le prix des champs, comme si ça devait ça justifie tout ce que tu auras à écrire. Donc tu es le prix des champs, tu nous offres un texte. Oui, donc c'est le prix des champs qui écrit. Donc voilà, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire au final? Parce que le prix, c'est pas... Ça ne te définit pas entièrement, ça ne définit pas mon rapport à l'écriture, ça ne définit pas ce que j'ai envie de faire, les folies que j'ai envie de faire, les propositions que j'ai envie de faire. Et dans un texte ou pas, et puis quand les gens te disent ça, tu te dis, je vais faire un texte, et je me suis dit, j'ai vraiment passé pour le Temps littéraire de faire un texte qui allait révolter certaines personnes sur le style et sur la forme. Et bon, après, j'ai pris une plainte qui m'a manqué d'audace, je pense. Donc, c'est là qu'on va mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui, mais il y a encore une dernière chose que tu voulais ajouter? Je sais pas, sinon, on va te remercier. Et puis, comme on parle de littérature, je voulais remercier peut-être toutes les personnes qui m'ont permis de venir à cela, de venir à la littérature. Et la dernière chose, ce serait pendant que la bibliothèque de Lickbeck, qui m'a formé, qui m'a permis de croire qu'on peut dire la vie dans les livres, et qui a été détruite par le séisme du 14 août. Au cas, je pense que c'est plus un message, c'est comment faire pour reconstruire des espaces sensibles, des espaces qui sauvent. J'ai vu la bibliothèque de l'Araka être détruite, d'abord c'est fermé. La bibliothèque Monique Kalik est fermée depuis 2 ans. La bibliothèque nationale n'est plus, on ne peut plus faire, c'est en bas de la ville, on ne peut plus fréquenter. Au cas, il y a 2 centres culturels qui ont été détruits. Mais, donc comment les gens maintenant comment est-ce que ce pays va construire sa tradition littéraire qui a encore moins de chances moins d'opportunités que celle que tu as eu, toi. Comment est-ce qu'on va transmettre aux gens, notre histoire, comment est-ce qu'on va transmettre aux gens le rapport à la vie. Par exemple, se dire haïtien, comment est-ce qu'on va faire pour transmettre ça aux gens? Donc, quand on a plus d'espace. C'est dommage. J'espère bien que c'est des choses sur lesquelles qu'on est en train de penser. Bon, en tout cas, je pense pas. Bon. En tout cas, je ne sais pas pour la société civile, mais pour l'État, sans doute fort que l'État ait la tête à ça. Ils n'ont jamais eu la tête à ça. Et c'est bien dommage que certaines choses qu'on voit comme des priorités ne sont pas forcément toujours perçues comme telles. Oui, mais et Dieu sait que c'est important. C'est important. Donc sinon, moi, Louis, je te donne rendez-vous plutôt en avril. J'attends que tu m'envoies un texte pour me dire que les livres sont disponibles. Et nous-mêmes, tout à fait l'émission, depuis les livres disponibles, m'a toujours assuré que moi, faire nous comme ça. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, mais c'est que on apprend un pile de petites conversations ça et j'aime dire là, pas oublier en avril nous allons reparler parce que le livre de Louis Bernard Henry va sortir et on en reparlera. En attendant, merci d'avoir regardé cette émission et surtout un grand merci à mes sponsors, en l'occurrence la Heineken Zero, Belle Optique, Focal, Titato, Bioti, La Moumous, Mogadi Florine, Bobby Store et Atelier Kala.